docteur Soulier, vous qui êtes un médecin, un chercheur hors norme, car vous nous transmettez à travers vos recherches sur l'embryologie l'importance de comprendre ce qui se joue dès la conception, mais pas seulement sous un angle purement médical, mais sous un angle philosophique et psychologique. Quelles empreintes pour les enfants et pour les générations à venir va laisser cette crise? Oui. D'abord, je suis très heureux d'être ici avec vous et de savoir qu'on accueille aujourd'hui la totalité de l'Assemblée nationale française, puisque il n'y a plus qu'un seul député. Mais j'ai vu qu'il y avait comme une sénatrice qui avait fait quelque chose de très bien. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais. C'est vrai que j'ai une sénatrice, mais pourquoi? Parce que c'est une femme, elle est du Bas-Rhin, et ça fait depuis 18 mois que je lui casse les pieds et les oreilles. Et donc, en fait, à force d'échanger avec elle, elle a fait quand même une prise de parole géniale. Voilà. Alors, il y a quand même quelques sénateurs, parce qu'il y a Alain Houpert, notre confrère, et puis il y a aussi Loïc Hervé, qui a pris des positions assez courageuses. Oui, je l'ai vu l'autre fois, Loïc Hervé. Effectivement, et le problème de Carlo, c'est qu'il a toujours raison, mais il n'y a plus de juge. Donc il dit des trucs, il a raison, mais il n'y a pas aucun juge pour l'appliquer. Et comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Bon, c'est vrai qu'avant de m'investir dans cette crise, j'ai eu toute une carrière de conférencier avant et de chercheur. Et c'est vrai que et je fais une lettre toutes les semaines où, dès le janvier 2020, j'ai vu qu'il commençait à déconner, donc on s'est concentré là-dessus. Et puis, avec l'automne 2020, je me suis dit qu'il fallait vraiment agir un peu plus. J'ai rejoint Réinfo Covid. À l'époque, on était 150 soignants. Maintenant, on est 15 000. Et en janvier, là, tu étais là, on a créé, à la CSL, on a créé le CSI. Et là, on est tous les jeudis avec vous pour essayer de vous donner des informations. Vous verrez, on a des infos sur les enfants qu'on a eu au dernier CSI qui sont très intéressantes. Voilà, et récemment, au mois de juillet, on a décidé de créer le syndicat Liberté Santé. Et là, on doit être 8000 adhérents pour essayer de défendre les soignants. Parce que ces mêmes soignants qu'on a applaudis en tapant sur des casseroles, et bien maintenant on les vire, et on se retrouve avec des hôpitaux où il y a 20% des lits qui sont fermés, où il y a des gens qui meurent d'AVC à longueur de journée. Et là, il y avait un petit article, là, où ils disaient, ah, les gens meurent d'AVC. Tiens, c'est bizarre, il y en a de 21 ans qui meurent d'un AVC. Vous avez déjà vu des jeunes de 21 ans qui font des AVC? Vous avez déjà vu des... Enfin, c'est terrible. J'avais le père de Maxime Beltra au téléphone tout à l'heure. Son fils qui meurt comme ça d'un coup. Des gosses de 20 ans qui font des AVC, ça n'existe pas, ça. En médecine, ça n'existe pas. Là, il y a 75 champions olympiques, etc., qui se sont effondrés. Il y a des joueurs de foot qui s'effondrent tous les jours parce qu'on a des gosses comme ça. J'avais aussi tout à l'heure une maman au téléphone. Elle est enceinte de 6 mois. Elle avait fait le Covid au mois de mars. Elle s'est fait vacciner pour pouvoir refaire sa vie et partir avec ses 6 enfants à La Réunion. Elle s'est fait vacciner à 4 semaines de grossesse. Et là, elle a une hypoplasie du ventricule gauche. Ça veut dire, en gros, elle n'a pas de ventricule gauche, donc elle n'a pas la partie... L'enfant n'a pas la partie contractile du ventricule. Donc, en gros, il n'a pas de cœur, quoi. Ça marche au ralenti et il n'a presque rien. Donc, elle doit rentrer pour être hospitalisée, accoucher à Necker, puisqu'il va falloir le mettre en réanimation tout de suite. Sinon, il va mourir. Et être opéré à 2 jours, à 2 mois, à 5 mois, à 2 ans, à 5 ans. Avec chaque fois, il a 25% de chance de mourir. Donc, on a une mortalité extraordinaire au niveau des enfants. On a un nombre de fausses couches absolument considérable. Quand vous lisez les datas de Pfizer, ils disent très bien qu'ils n'ont aucun élément, aucune preuve sur le fait qu'il y ait la moindre action pendant la grossesse. Ils n'ont rien. Ils ont fait quelques expérimentations animales. Ils n'ont absolument rien. Mais Véran, dont le mensonge a l'air d'être le mode de fonctionnement numéro 1, nous raconte des conneries à longueur de journée. Il nous dit on n'a aucune preuve d'avoir quiconque qui soit mort du vaccin aujourd'hui. Moi, j'en vois tous les jours. Et la plupart des accidents que je vois, eh bien, ne sont pas déclarés. Elle, ce n'est pas déclaré. Là, je lui ai dit, il faut que tu le déclares maintenant. Donc, c'est dramatique. Vous imaginez la vie de cette femme, pendant 5 ans, elle ne va faire que ça. Et ces 6 autres enfants, ils vont faire quoi pendant ce temps-là? Pendant que leur mère sera à l'hôpital avec le petit. Vous imaginez? Ça, c'est la vie. Et moi, je pense aujourd'hui qu'en France, il y a pratiquement plus de morts du vaccin que du Covid. Et non seulement on a ça, mais
on a eu beaucoup de contacts avec des thanatopracteurs. Vous savez, c'est les gens qui traitent les corps après le décès, et avec les pompes funèbres. Eh bien, autant ils n'annoncent aucune surmortalité ils ont des statistiques, ils se parlent entre eux, aucune surmortalité pendant le Covid, il n'y a pas eu plus de morts du Covid. Et eux, ils vont voir les familles, ils demandent de quoi est mort la personne. Eh bien, ils disent à peu près 20% des Covid, c'était des Covid. Le reste, 80%, c'était un accident de la route, un suicide, un cancer en phase terminale, etc., etc. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une surmortalité considérable. Déjà cet été, Alexandre, que j'avais vu, et qui sera dans le dernier hold-up, mais flouté, dans Hold On, eh bien, il me disait qu'il y avait 15% de surmortalité, donc ça fait quand même 5000 morts de plus en été depuis le vaccin. Et en Écosse, il y a 30% de surmortalité. C'est-à-dire que si vous appliquez ça à la France, on va avoir 200 000 morts de plus cette année par le vaccin. Et aux États-Unis, Medicare, qui est une des compagnies d'assurance qui assure une des mutuelles américaines, Medicare, qui assure 18% de la population américaine, annonce 48 000 morts du vaccin dans ces 18%. Faites le calcul, on doit être à 360 000 morts du vaccin aux États-Unis. Donc c'est considérable. Et alors, ce qui était intéressant dans la dernière étude que nous a donnée au CSI Hervé Ziegelman, c'est que, en fait, quand on voit, il comparait la vaccination avec la mortalité générale. Puisque comme on ne peut pas reconnaître les effets secondaires du vaccin, ce qu'ils n'arriveront pas à cacher, c'est la mortalité générale, la surmortalité générale. Donc on peut faire une corrélation des deux. Ce sont des très bons statisticiens, et Ziegelman, c'est un ancien de l'IHU. Et donc, on voit bien que quand les gens sont vaccinés, dans les 5 premières semaines, il y a une surmortalité considérable, c'est tous les chocs immédiats, les thromboses, etc. Puis, il y a une légère sous-mortalité, donc un petit intérêt, mais ça ne dure que jusqu'à la 16-18e semaine, et après ça, on a de nouveau une surmortalité considérable. Donc globalement, ça ne sert à rien, puisque tout cumulé, ça n'a aucune utilité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que chez les enfants, 0,14, donc a priori peu de gens vaccinés, là, on a une surmortalité constante. C'est-à-dire qu'on voit apparaître quelque chose de considérable, c'est-à-dire que vivre à côté de quelqu'un de vacciné quand on est un enfant, c'est dangereux. Et parce que, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, parce que dans les effets secondaires, et puis on fait régulièrement au syndicat, je fais des sondages, il y a énormément de cancers. Et j'ai découvert ça avec des gens qui avaient un cancer, qui n'étaient pas vaccinés, mais le conjoint était vacciné, et hop, le cancer se dégradait et mourait. Et les gens mouraient très rapidement. Donc on a énormément d'éléments comme ça. Maintenant, effectivement, moi ce qui me morifie, et qui fait que j'ai traversé la France pour être ici avec vous, c'est qu'on est en train de foutre en l'air des générations entières. Là, pour le moment, on n'a foutu en l'air que jusque 12 ans. Seulement que jusque 12 ans. Donc, il y a encore les 0-12 ans, quand ils seront vieux, tous ceux qui ont eu l'ADN abîmé seront morts. Donc, voilà. Donc, il va falloir quand même attendre 60-70 ans pour que tous ceux qui ont eu l'ADN abîmé ne soient plus là. C'est considérable. Mais s'ils attaquent les 0-12 ans, ça va être vraiment absolument dramatique. Il va rester plus de réservoir de gens qui ont un ADN normal, qui n'a pas été modifié. Sauf les gens qui ont eu le courage de résister ou qui ont eu le courage de se débrouiller. On me comprendra. Donc, et effectivement, je pense que c'est vrai, la surmortalité, elle est énorme. Et alors pour les jeunes filles, le problème, alors ça c'est une chose où on va venir, le problème de la stérilité. C'est un problème colossal. Alors Maïté a dit que j'ai beaucoup travaillé sur l'embryologie, et c'est vrai. Et en particulier, il y a quelque chose de très très important qu'avaient signalé Yeadon et Woodard à propos justement de la syncytine. Donc il y a 40 millions d'années, on était tous des osios, tous des ovipares. Et il y a un ovipare, il y a 40 millions d'années, qui a pris froid, qui a pris un virus, qui était un rétrovirus, vous savez, HERV, Human Endogene Retrovirus, comme le sida. C'est-à-dire des virus qui peuvent se recopier en négatif dans l'ADN. Et donc il a pris un virus qui s'appelait W40, qui avait un gène, un morceau de gène. Il faut savoir que on travaille avec 8% de notre ADN. Alors les imbéciles disent que le reste c'est des ADN poubelles. Ça s'appelle des imbéciles, comme si la nature faisait quelque chose pour rien.
Ailleurs, une petite phrase qui dit « Accordez à Dieu la perfection, il vous sera donné bien des réponses ». Et donc, on travaille avec 8% de notre ADN, mais il y a aussi 8% de notre ADN qui est d'origine virale. Donc, aller dire que le virus ne rentre pas dans l'ADN, ça veut dire en gros, vous n'existez pas. Et donc, il y a 40 millions d'années, on est tous infectés, tous les ovipares sont infectés par ce virus qui s'appelle W40, et il crée une petite protéine qui s'appelle la syncytine, qu'on fabrique régulièrement. Et la syncytine, elle a deux caractéristiques. La première, c'est l'immunotolérance. Elle permet à une mère de tolérer à l'intérieur d'elle un patrimoine génétique qui a 50% de différence, qui est normalement impossible, il y aurait une réaction de rejet immédiat. Donc elle permet l'immunotolérance de la grossesse. Et surtout, elle crée un truc extraordinaire, puisque c'est une protéine de pénétration, comme le spike. Donc elle crée la possibilité que l'œuf, au lieu de descendre dans l'oviduc, d'être calcifié, d'être éliminé, d'être pondu, eh bien il s'accroche à la paroi de l'oviduc, la trompe primitive, et que du coup, qui va se développer, et en quelques millions d'années, faire un utérus. Et donc, cette syncytine, elle fait de nous des mammifères. Il y a 40 millions d'années, on voit l'apparition des mammifères à cause de cette protéine, la syncytine. Et elle crée le placenta qu'on appelle un syncytiotrophoblaste. Donc le syncytiotrophoblaste, nom du placenta, ça vient de la syncytine. Donc cette syncytine a plein d'autres actions, je ne m'étendrai pas dessus, mais surtout ce qui est caractéristique, c'est que Michael Yeadon, qui est l'ancien directeur scientifique de Pfizer, et il y a un humoriste qui fait ça, un Belge, je ne sais plus comment il s'appelle, il fait des gros mots, il dit Pfizer, c'est un gros mot ça, Pfizer. Vous ne l'avez pas vu, il est extraordinaire. Comment il s'appelle? Chevalier, non Cuvelier, Stéphane Cuvelier, extraordinaire. Hein, et il faut le regarder, il est absolument magnifique. Et donc, Michael Yeadon nous dit qu'il y a une homologie, c'est-à-dire une similitude de molécules entre la syncytine et la spike. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire à partir du moment où on va faire des anticorps anti-spike, on va faire des anticorps anti-syncytine, c'est-à-dire anti-placenta. Donc ça veut dire que toutes les jeunes filles qui ont été vaccinées sont vaccinées contre la grossesse. Et là, vous voyez le délire dans lequel on est. On est en train de jouer avec quelque chose qui a 40 millions d'années. Et dans Holden, je dis, avant de faire une connerie pareille, on teste sur un petit groupe et on attend 2-3 générations pour voir ce que ça donne. Mais on ne joue pas comme ça immédiatement. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire tout ce qu'il faut pour faire une réduction de population, puisque, voilà, et on voit la première cause, là, pour moi, quand je fais des sondages avec le syndicat, les gens répondent très très vite sur les 5000 personnes, on a tout de suite, en 2 heures, il y en a la moitié qui ont répondu, et la première conséquence, c'est les troubles gynécologiques des jeunes filles. Et on a aussi des mamies de 70 ans qui ont de nouveau leurs règles. Hein. Bon, alors vous me direz, il y en a qui vont pas se plaindre parce que ça fait la jeunesse. Hein. J'en connais qui vont demander la 4e dose. Avec la 4e dose, les vieux retombent en enfance. D'ailleurs, non mais, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, donc il y a une surmortalité. Donc vous voyez, on est en train de jouer avec quelque chose de dramatique. Alors Martine expliquait bien les aspects psychologiques, et c'est vrai que les gosses sont traumatisés. Vous imaginez, les petits, ils ne savent pas parler parce qu'ils ne peuvent pas lire les phonèmes sur les lèvres. Donc, en plus, ils se font martyriser. Donc il y a une espèce de, allez, disons le mot, perversion. Et une des meilleures définitions de la perversion, c'est pas la méchanceté. Une méchanceté, c'est méchant. Un méchant, vous savez qu'il est méchant. Quand vous faites casser les gueules dans la rue, c'est un méchant. Tandis que quand quelqu'un vous dit, tiens, je vais faire ça, c'est pour ton bien, et qu'il vous fait du mal, c'est la définition de la perversion. Utiliser le bien pour faire le mal. Ça, c'est la meilleure définition de la perversion. Et nous avons des gouvernements qui sont pervers. Je suis désolé, notre président de la République est pervers, Véran est un pervers, et il faut utiliser le mot. Le mot, on l'utilise pour les pervers sexuels, on l'utilise pour les délinquants, eh bien, ce sont des pervers. Et en plus de ça, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont, comme il y a des gens qui s'opposent. Voilà, moi, je me suis opposé, mais j'ai tenu mes convictions, donc je ne prends pas le train, je ne prends pas l'avion, mais Caroline m'a dit que je pouvais utiliser son certificat maintenant.
Donc voilà, j'ai décidé, moi, le 12 septembre, j'ai envoyé un courrier au Conseil de l'Ordre en disant que je devenais médecin non exerçant. Donc j'ai arrêté de travailler, j'ai plus de revenus et je m'en fous. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est on veut vivre pourquoi et on est prêt à mourir pourquoi? Liberté, 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 pour la liberté, c'est nos enfants, pour la liberté. Pour la liberté, c'est l'enfant. Pour la liberté, Pour la liberté. Oui, bravo, bravo, Merci, bravo, merci. bravo, bravo, bravo. Donc les gens qui s'opposent maintenant, on les appelle des complotistes. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on les appelait des terroristes. Voilà. Quand j'étais jeune, j'ai entendu toute mon enfance raconter les histoires de résistance de mon père qui attaquait à main nue des soldats à 13 ans pour leur piquer leurs flingues. De mon oncle qui a commencé à 15 ans et qui est mort en déportation à la veille de ses 20 ans. Et j'ai vu un vieux monsieur qui me racontait, un vieux monsieur corse qui dit avec ton père à 15 ans, on a attaqué à main nue seul le fourgon pour essayer de libérer ton oncle qui était arrêté, qui avait été torturé, qui a été déporté. Et je pensais que ça n'arriverait plus jamais. Mais ça arrive. Et quand vous regardez toute l'histoire de Big Pharma depuis le début, vous voyez que ce sont les mêmes. Parce que Rockefeller qui est derrière ça, il était déjà derrière l'ascension de Hitler et c'est lui qui s'est associé avec IG Farben qui a signé son contrat en 1929 et ils se sont partagés le monde chimique avec IG Farben et quand les ingénieurs d'IG Farben sont sortis de prison après le procès de Nuremberg, Rockefeller qui est le même qui gouverne maintenant le Davos et Rockefeller était déjà là et il a encore fait ça. Il a financé, sauf qu'il y a un Rockefeller Center et il y a Auschwitz. Mais effectivement, ce sont les mêmes, c'est pour ça qu'on a la similitude des choses maintenant. Voilà. Et l'OMC, et aujourd'hui, c'est une véritable... Bien sûr. Et voilà. Et donc, ils ont fait, avec son copain Dale Carnegie, il faut connaître l'histoire, avec Dale Carnegie, le mania de l'acier, le fameux Carnegie Hall, hein, eh bien, ils ont fait le rapport Fechner, qui était une véritable catastrophe, où ils ont manipulé, ils ont supprimé les vitamines, ils ont supprimé plein de choses, ils ont supprimé la phytothérapie, et moi, comme homéopathe depuis 40 ans, qui s'est déjà fait radier 3 fois du Conseil de l'Ordre d'ailleurs, donc ils me font absolument plus peur. Eh bien, on sait très bien que l'homéopathie est attaquée, et quand maintenant les allopathes, ils disent « Ah, tu te rends compte ce qu'ils font ?» Oui, nous, ça fait 40 ans qu'on le connaît. Ça fait 40 ans qu'ils font ça, maintenant ça se généralise à tout le monde. Hein, et je voudrais parler... Voilà. Donc on a vraiment cette problématique-là. Et ils fonctionnent comme des sectes. Le gouvernement est une secte. Parce que le principe de la secte et des dictatures, c'est qu'on nomme les contestataires pour tenter de les neutraliser par avance. Donc il y avait avant les ennemis du peuple pour les... en Chine. Il y avait les contre-révolutionnaires et les blancs pour les Russes. Et maintenant, chez nous, dans la dictature sectaire macronienne, eh bien, ce sont les complotistes. Eh bien, on est fiers d'être complotistes dans ces conditions-là. Donc, voilà. Donc, on va... on va tous ensemble, on est tous ensemble là parce qu'on tient à des choses, parce qu'on tient au monde. Moi, je suis là parce que j'aime l'humanité, j'ai passé ma vie à soigner les gens et j'aime les gens et je supporte pas l'idée qu'on détruise la planète. Et
Il y a un espèce de fou qui s'appelle Bill Gates et qui doit se dire dans sa tête, bah, la planète est en danger et moi, Bill Gates, je vais décider que je vais faire une réduction de population mondiale. Et avec cette réduction de population mondiale, dans un siècle, on dira « Ah, super, Bill Gates, le seul qui a eu le courage de tuer 5 milliards de gens pour sauver la planète. » C'est un fou de cet ordre-là, et je pense que c'est ce type d'idéologie qui est derrière. Tout à fait. Et quand on voit les vaccins, mais ils s'en foutent des vaccins. Le Covid, ils s'en foutent du Covid. Quand Carlo, il a fait le truc avec les sniffers pour voir les codes Wi-Fi, ah ça les intéresse. Numériser la totalité du monde, ça les intéresse. Que des gosses meurent pour ça, ça s'appelle des dommages collatéraux pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est numériser, contrôler, réduire, diriger tout. Ça les intéresse. Et si vous imaginez que le problème c'est le Covid, vous vous trompez. Et si vous imaginez que le problème c'est les vaccins, vous vous trompez. C'est pas le problème les vaccins, c'est l'objectif final qui est derrière les vaccins. Donc plus vous serez nombreux à être conscients de ça, mieux ça ira. Et plus on pourra, et surtout là, quand j'en parlais avec Beltra tout à l'heure, plus on pourra montrer les effets secondaires pour en dire aux femmes enceintes, le nombre de fausses couches, le nombre de bébés qui meurent 15-20 jours après parce qu'ils font des thromboses. Hein, quand vous injectez du spike, en fait le spike, il va agir en se mettant sur les récepteurs ACE2 qui sont dans les vaisseaux, qui sont les récepteurs qui contrôlent la tension artérielle. Et ils vont être là, ce qui fait que vous avez l'intérieur des vaisseaux, c'est comme des picots. C'est un hérisson inversé. Et donc, automatiquement, le corps interprète ça comme étant une anomalie. Donc, il envoie des plaquettes pour tenter de boucher le trou. Et du coup, ça fait des thromboses. Donc, on en met partout. Et alors, quand il nous raconte que l'ARN il disparaît en quelques minutes, c'est pas vrai. Dans les datas de Pfizer, il est marqué que ça se stocke où? Ça se stocke dans les ovaires, dans les testicules, dans le cerveau et dans le cœur. Et allez-y, roulez jeunesse. Donc voilà. Bon, on est tous là pour essayer de sauver le monde, on va faire ce qu'on peut. Hein. Oui, c'est une... Alors, le pire de tout, c'est qu'on utilise l'aura des vaccins. Parce que les vaccins, même si récents, dans les derniers vaccins, ils mettent de l'aluminium, et c'est pas génial. Mais à une époque, quand on faisait des vaccins avec de l'acétate comme activateur, ça marchait relativement bien, il n'y avait pas trop de danger. Bon, nous, en homéopathie, on connaissait les effets secondaires, mais on les guérissait relativement facilement. Mais l'augmentation, c'est vrai que quand ils ont fait le vaccin contre le papillomavirus, on a eu énormément d'effets. Fait qu'on voit, on avait des petites doses comme ça, puis hop, papillomavirus, et là, boum, Covid. Et donc, effectivement, mais il y a une aura populaire sur le vaccin, et donc ils utilisent cette aura du vaccin pour essayer de placer un truc qui n'est pas du vaccin, et qui est du matériel génétique modifié, et ils ont profité du fait que Soros, il gouverne 250 députés européens pour réussir à faire passer cette loi qui a dit qu'on avait le droit d'injecter du matériel génétiquement modifié. Et le pire de tout, ce qui m'a écœuré, c'est que les écologistes, ils ont voté à fond. T'as vu ce qu'il a dit Alors les écologistes, c'est pas grave. C'est pas... Quand tu as vu Jadot qui va raconter qu'il faut faire vacciner tout le monde, mais il a pété un câble ce mec, c'est pas possible. Allez dire un truc comme ça, alors on n'a pas le droit de bouffer. Et on va lui faire bouffer du glyphosate au mec. Et alors, attendez, une dernière petite... Oui, vas-y, dis. Alors, tu te lâches, hein, on va se lâcher 2 minutes. Là, je me lâche, je m'en fous, de toute manière. On va se lâcher. Non, en fait, véritablement, j'ai tenté de compter dans l'hémicycle combien de députés étaient ce qu'on qualifie d'anti-vax. Alors, il faut encore faire la différence entre les vaccins classiques et puis ce dont on parle actuellement. J'ai beau... 5. C'est-à-dire qu'on a quand même... Vous avez vu qu'il y a quelques parlementaires quand même qui ont voté contre le pass, mais ils sont tous pro-vax. Tous. Et c'est ça qui est terrible. Y compris chez France Insoumise. J'ai essayé, je leur ai proposé de partager du temps avec eux pour leur expliquer. Veto absolu. J'ai fait ça avec France Insoumise, j'ai fait ça avec la gauche démocratique et républicaine, j'ai fait ça avec les socialistes. Veto absolu. C'est terrible. Je vais t'expliquer le problème du vaccin, bouge pas. Le problème du vaccin, c'est ça. C'est pas Al-Akbar, c'est vaccin Akbar.
Il y a une sorte de... l'église de vaccinologie, c'est de la vaccinolatrie et on fait ça. Donc voilà, c'est tout. Donc, voilà, c'est tout. Ah non, ils ne sont pas obligés. Alors, je peux vous dire qu'il y avait des séances de vaccination proposées à tous les députés. Alors, le sénateur, je ne sais pas comment ça s'est passé. On a un médecin à l'Assemblée nationale. J'ai eu quelques mails de relance. Donc, j'ai répondu en disant, quand vous m'aurez apporté un éclairage pour que je vous donne mon consentement éclairé, et j'ai listé une vingtaine de questions, j'attends toujours les réponses. Alors, énormément de parlementaires ont été vaccinés à l'Assemblée. Mais vous savez très bien que seule l'Agence nationale de sécurité du médicament en France connaissait la direction des lots. Et je ne sais pas quel type de lots ont été utilisés à l'Assemblée nationale. Mais vu le faible effet secondaire à l'Assemblée nationale, je pense que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, ça, c'est une chose qui est importante, parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, je me suis vacciné, j'ai rien senti ». Et la réalité, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup de lots qui sont des lots neutres, parce qu'ils font l'expérimentation grandeur nature. Et donc, effectivement, et dans les prochains lots, ils devraient faire des doses de 2 à 200 pour refaire des tests, voir combien il faut faire. Normalement, ça, c'est ce qu'on fait en phase expérimentale, sur des volontaires, avec un contrat et des indemnisations s'il y a des effets secondaires. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup d'effets secondaires et d'autres qui n'en ont pas du tout. Ceux qui ont 0 effet secondaire, vous êtes sûr qu'ils ont eu de la flotte. Donc, j'ai appelé un de mes copains médecins qui est archi-provax tout à l'heure, et je lui ai dit, t'as de la chance, t'as rien eu, donc t'as sûrement eu de la flotte. Il était terrorisé. Mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, tout à fait. Et il y a... alors l'autre fois, il y avait le 15 juillet, dans Le Point, il y avait une interview du patron de Moderna. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bourla, c'est ça. Non, pas Bourla. Donc, il y avait le patron de Moderna qui était interviewé et il disait, on lui demandait si tout le personnel de Moderna était vacciné. Et il répond, vous pouvez regarder, 14 juillet, Le Point, il dit, nous attendons pour vacciner notre personnel d'avoir un profil de sécurité suffisant. Et lui-même, il dit, j'en ai marre, ça fait 52 fois que je me fais gratter le nez. Donc, il n'est pas vacciné, le patron de Moderna. Quand ils ont signé tous les contrats, on l'avait dit au Conseil scientifique indépendant, quand Vincent Reliquet est venu parler, eh bien, quand ils ont signé tous les contrats Pfizer avec Israël, ils ont dit, les Israéliens ont dit, on vous invite, on fait la fête. Ils ne sont pas venus, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc, ils n'ont pas pu entrer en Israël, parce que le staff de Pfizer n'est pas vacciné. Donc, les gens qui savent la réalité des vaccins ne se vaccinent pas. Ou bien ils font comme plein d'images que je publie régulièrement sur le site, c'est-à-dire des gens qui sont vaccinés avec des seringues et encore le capuchon. Parce qu'il y a des soignants qui sont ici. Nous sommes en train de faire un travail concernant le problème des soignants qui sont, soignants et celles et ceux qui sont dans l'obligation vaccinale. Parce qu'un des points fondamentaux, c'est que concernant Pfizer et Moderna, les ARN messagers, la prévision de vaccination consistait dans une seule injection. Jamais il a été préconisé qu'il y ait une deuxième, une troisième, comme eux, ils sont en train de jouer avec les mots de rappel. J'ai dit ça pourquoi? Parce que nous sommes en train de travailler la remise en cause de la notion de schéma vaccinal, qui est un schéma d'adhésion. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que l'article 12 de la loi du 5 août dispose et demandait au Premier ministre de prendre un décret qui fixe le schéma vaccinal, donc ça veut dire qu'il donne une sorte de paramétrage objectif pour dire si vous faites 2 doses, vous êtes vacciné. Et c'est le cas, pas du décret du 7 août, mais du décret du 22 septembre, qui a dit pour le Pfizer-BioNTech, qu'en réalité c'est que le BioNTech parce que Pfizer n'a pas été agréé dans les mêmes conditionnels, c'est 2 doses, Moderna 2 doses, et ensuite une dose de rappel pour Janssen, etc. Or, déjà, cela est faux parce que la DGS prévoit la 3e dose pour ceux que théoriquement on avait un schéma vaccinal complet, parce que la DGS n'a pas appelé schéma vaccinal complet, elle a dit pour la complétude du schéma initial. C'est dans la note de la DGS du 5 octobre, vous pouvez aller le voir, c'est le 221, etc. J'ai dit ça pourquoi? Parce que vraiment, sur ces questions-là, il y a un point fondamental.
Pfizer-BioNTech prévoyait 1. Donc ça veut dire aujourd'hui que même quand le législateur a demandé dans la loi du 5 août de fixer un schéma vaccinal, c'est un faux intellectuel aujourd'hui qui est dans le décret. C'est même pénal, c'est un faux intellectuel parce que en réalité, il n'existe pas. Et d'ailleurs, vous regardez bien que, compris le danger de parler de troisième dose, ils se sont mis d'accord, et même ceux qui vont à la télévision, et parfois ils l'oublient, de changer la terminologie de troisième dose en dose de rappel, pour être vraiment dans la logique vaccin. On dit d'ailleurs, tu vas pour le rappel du tétanos, alors que là, c'est un rappel tous les 6 mois. J'ai vraiment dit, pour celles et ceux qui ne sont pas dans le collectif en tant que cabinet, avec vos avocats, discutez ça, parce qu'on a fait un Zoom avec plusieurs avocats, maintenant s'approchent de nous, parce qu'ils ont compris quand même qu'il y avait un sur roche, et sur ce point-là, il y a vraiment un point nodal. Indépendamment maintenant du fait, le vaccin oui ou le vaccin non, dès lors que moi je suis infirmier, ou je veux entrer à faire aide-soignant ou soignant, je donne mon consentement quoi, à des conditions qu'elle la pose. Je savais qu'il y avait des obligations vaccinales. Alors j'accepte, je me fais piquer pour l'hépatite ou pour autre chose, après à être élevé. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes saisis par des gens qui ont dit « moi, je donnais mon consentement parce que je pensais qu'en faisant les 2 doses, tout était réglé, et maintenant, on me demande une 3e ». Ça veut dire quoi? Est-ce que juridiquement, dois-je aller et continuer à faire le 3e pour continuer à exercer mon métier? Parce que la question va se poser. Là, maintenant, c'est la 3e dose pour celles et ceux qui sont en comorbidité, mais le problème va se poser. La DGS le dit déjà pour celles et ceux du monde médical qui se sont fait vacciner à 2 doses avant l'entrée en vigueur de la loi. La problématique va se poser pour celles et ceux qui se sont fait piquer en application de l'obligation et ils arriveront à échéance. Donc aujourd'hui, il y a une vraie faille. C'est indépendamment du oui ou contre, ça, le discours médical, moi je parle en tant que juriste, c'est la notion de schéma vaccinal en tant que condition objective sur laquelle je donne mon consentement. Pardonnez-moi ce peu d'intervention. Merci beaucoup, Carlo. Alors, docteur Soulier, merci pour votre intervention. Oui, merci.